Donc, on est parti avec Nicolas Duhep. Salut Nicolas, le patron d'Alchimie, avec Stéphane Van Nuffel. Salut Stéphane, netinvestissement.fr, et avec Jean-Charles Simon. Salut Jean-Charles, deux boîtes Jean-Charles, voilà. Station. Non, alors Deep Vest, parce que c'est les ETF là, les fameux ETF. C'est essayer de faire en sorte que les gens investissent sur des produits avec des frais réduits. Voilà. Avec des frais très, très élevés qui enrichissent surtout les gérants plus qu'eux. On en dira un mot, puisque c'est ça, c'est le premier ETF Bitcoin qui va être lancé là aujourd'hui. Enfin, la SEC a donné son accord. La SEC, voilà, c'est ça, la SEC un ETF Bitcoin. A donné son accord. Mais donc, Omar Sy, pour démarrer, c'est à toi que je dois cette très bonne idée, Nicolas, parce que je te disais, tiens, donc Alchimie est évidemment une boîte de tech qui s'intéresse, et tu t'intéresses énormément à tout ce qui se joue autour de notre éventuelle souveraineté numérique. Donc je dis, tiens, on va discuter. En fait, c'est un point de vue qui m'a beaucoup intéressé, du patron de Orange Cyberdéfense, c'est ça. J'ai oublié son nom, Jérôme Foulon, c'est ça, le patron d'Orange Cyberdéfense, qui est venu débattre avec nous l'année dernière, très intéressant, et qui en gros dit, ce qui est un point de vue qui est notamment un point de vue défendu par Guy Mamoumani, le patron de Groupe Open, par je vais retrouver son nom, par des entrepreneurs de la tech et du net, qui est de dire, écoutez, ils ont pris une telle avance, Google, surtout Google en fait, Microsoft, voilà, en termes de cloud, etc., que ça ne sert à rien de courir derrière. Il faut construire les briques qui sont au-dessus. Éric Carrel, voilà, c'est Éric Carrel que je cherchais, le patron de WeThings, qui est quand même un sacré inspirateur en France de tout ce qui se joue là-dessus. Lui, il dit, arrêtez, bâtissez les briques qui sont au-dessus. Et toi, tu nous as dit, mais regarde, Omar Sy, ça t'intéresse, Omar Sy, qui signe avec Netflix. Pourquoi ça t'intéresse ? Moi, je trouve que c'est passionnant. D'abord, c'est l'acteur préféré des Français. Ouais. Et donc, il vient de signer un contrat exclusif de plusieurs années avec Netflix pour être à la fois producteur et puis en même temps acteur. Donc en fait, ça pose plein de questions, et puis c'est génial, c'est un parcours individuel aussi exceptionnel. Donc on a un homme qui émerge avec le film Intouchable, film préféré des Français, et même s'il était connu un petit peu dans le milieu. Et puis il fait un carton absolu avec la série Lupin, récemment, qui a été vue par 70 millions de foyers sur Netflix, donc qui joue d'un seul coup au niveau planétaire. Ouais. Et donc probablement que Netflix a fait ses études, a eu sa data, a vu l'engagement que pouvait procurer Omar Sy, et lui propose un contrat sur plusieurs années. Donc en fait, il quitte le monde francophone, il quitte le monde de la prod francophone pour jouer tout de suite au niveau mondial. Alors, il y avait quelques exemples de Français qui allaient aller aux Oscars, qui revenaient avec leur Oscar et qui avaient réussi leur conquête ou leur couronnement sur le marché américain. Mais là, maintenant, on a quelqu'un qui est parti complètement dans le business. Donc, à titre individuel, c'est absolument merveilleux, parce qu'il aura un parcours dingue. Maintenant, on peut se poser quand même comme question en tant que Français, quid de l'émergence de nos talents ? Parce que c'est un peu comme les matchs de... Je dis, on perd du soft power avec cette histoire. Exactement, c'est un peu comme nos joueurs de foot. En fait, on les forme, et puis à un moment donné, ils partent jouer dans les clubs étrangers. Et donc, pour les joueurs de foot, de temps en temps, ils reviennent pour jouer avec l'équipe de France, et on peut continuer à faire la fête avec eux. Mais là, on se retrouve avec, maintenant, potentiellement, des acteurs qui vont aller jouer avec les plateformes. Et les plateformes, de toute façon, sont imbattables, puisqu'elles ont un effet volume, et que la France n'offrira jamais à Omar Sy 70 millions de foyers pour distribuer ses contenus ou faire ses films, etc. Donc d'un point de vue financier, il n'y a pas de match, l'affaire est pliée. Et donc quand Roselyne Bachelot vous dit on va régler le problème, on va donner 1 milliard pour pouvoir soutenir l'écosystème et puis donner envie aux acteurs de rester, aux acteurs, j'entends au théâtre, etc., de rester sur le marché français, on est en train de saupoudrer 1 milliard, mais on est totalement à côté de la plaque. Donc finalement, on a un nouvel angle qui est assez intéressant dans cette nouvelle trait numérique. Parce qu'aujourd'hui, on parlait de cloud, de cybersécurité, etc. Et là, maintenant, on a des talents, des vrais talents qui sont dans notre soft power, qui vont disparaître. Et qui vont aller ailleurs. Qui vont aller ailleurs, bien évidemment. Mais en tous les cas, qui nous font perdre... qui vont plus nous ramener de valeur ajoutée, pour parler en termes économiques. Exactement, voilà. Et qui vont aller la nourrir complètement sur la plateforme de Netflix. Donc, je trouve ça intéressant. C'est une étape supplémentaire dans l'évolution de ces plateformes. Super intéressant. Et alors, j'ai lu ce matin dans Les Échos les taux de pénétration. Alors, c'est vraiment ça qui est intéressant, en fait.
c'est pas le nombre d'abonnés, c'est vraiment le taux de pénétration des différentes plateformes sur le marché. Donc Salto, là, celle de TF1, France 2, M6, etc., donc est à 2,8%, enfin en dessous des 3%. Et Netflix, c'est 38% quand même, le taux de pénétration. Donc ça fait mal, quoi. C'est fort. Je peux dire quelque chose? Bah, et t'es là pour ça, mon vieux, figure-toi. Parce que regarder la télé, en fait, t'as pas besoin de venir. Non, justement, ouais, mais alors justement, c'était un sujet qui était marrant parce qu'en fait, c'était pas un sujet qui était prévu et moi. Ouais, c'est Nicolas qui en a eu l'idée. J'ai un très 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 bon copain d'enfance, moi, qui est réalisateur, acteur, qui fait du cinéma et qui marche très bien. Je peux vous dire que depuis quelques jours, le bruit était arrivé, que ça se passait. Tous ces jeunes, jeunes, il a 40 ans comme moi, mais tous ces mecs qui ont démarré de rien, comme Omar Sy, qui ont fait des sketchs sur l'école Canal+, que tout ce monde-là vient de l'école Canal+, qui ont monté des films, qui ont galéré pendant des années, qui finalement rentrent 2, 3, 4 millions de spectateurs dans leurs films et qui commencent à bien gagner leur vie et surtout à pouvoir faire les projets qu'ils ont envie de porter. Cet exemple-là est un excellent exemple parce qu'en fait, ça fait des années qu'ils en parlent. Il ne faut pas oublier de qui on parle. On parle de celui qui était l'acteur préféré des Français. Il l'a dit. Qui faisait déjà et qui avait déjà espéré faire une seconde carrière, on va dire ça comme ça, de plus grande ampleur, en allant s'installer sur place à Los Angeles aussi, pour pouvoir participer à des tout petits niveaux, à des blockbusters américains. Ce que je dis juste, c'est que moi, ça m'a jamais posé de problème quand Universal est devenu français il y a 20 ans. On faisait l'inverse, les Américains non plus. L'idée, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se rendre à l'évidence? Et c'est là où je ne partage pas, mais comme toujours, Stéphane, je suis un optimiste, moi. Est-ce que la France ne devient pas, justement, par son savoir-faire artistique, le laboratoire pour que des mecs comme Omar Sy, qui peut-être n'écloreraient pas aux États-Unis, parce qu'ils sont tellement nombreux, des Omar Sy aux États-Unis, auraient la chance potentielle, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on s'axe, c'est pas en mettant 1 milliard, c'est en continuant à avoir des productions intelligentes, c'est en continuant à avoir une participation au cinéma français, pour faire écouter ces mecs-là, s'ils vont aux États-Unis après, tant mieux, ça donnera envie à tous les jeunes aujourd'hui de devenir Omar Sy. Voyons ça plutôt. Je ne rentrerai pas dans le sujet précis, il y a des choses très intéressantes, mais juste moi, ce qui m'intéresse, en fait, tous ces sujets-là sur les... Mais on peut aller derrière sur le sujet... Il n'y a pas de Netflix européen, en fait. Le sujet, c'est qu'il n'y a pas de Netflix français, il n'y a pas de Netflix européen, et puis il n'y a pas de Google... Si, il y a un Netflix français, c'est Salto. Non, voilà. il n'y a rien qui soit comparable en termes d'ampleur. Il y a aussi un Google français, mais bon, voilà. Encore moins, je crois qu'il n'a même pas 2% de part de marché. Je crois qu'ils sont même pas à ça. Mais enfin bon, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas ces plateformes-là, ni en France, ni en Europe en général. Il n'y a pas les GAFAM en Europe. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est l'échec un peu de l'Europe, de la construction européenne, qui n'a pas fait un marché unique des biens et des services. Ça n'existe pas, en fait. On reste 27 marchés fragmentés. Oui. Quand on regarde, moi, des petits marchés comme l'épargne ou des choses comme ça a des marchés fragmentés. Il n'y a pas un acteur qui peut arriver en disant, comme aux États-Unis, je suis une start-up, je me lance sur un marché de 350 millions de personnes tout de suite. On a l'agrément les Canadiens. Tu sais, on n'a pas ça. Et ça, c'est une vraie faiblesse. Et c'est une faiblesse qui est pour moi en fait un peu un des échecs de cette construction européenne depuis les années 50, c'est qu'en fait on est resté un peu au milieu du gué. Et donc, par moments, je suis très tenté, moi, par le fédéralisme. Je trouve que ça aurait beaucoup d'attrait et d'atouts. Simplement, on reste complètement de ça. Et donc, on reste avec des choses très fragmentées et une construction qui apparaît comme une construction assez technocratique et pas formidable, pas utile, pas politique. Augustin Paluel-Marmont, donc les biscuits Michel et Augustin, est parti aux États-Unis, où ils se sont plantés d'ailleurs, mais peu importe, c'est le choix d'aller aux États-Unis, ça devait être il y a 5 ans. Je lui dis, mais pourquoi tu vas aux États-Unis? Il me dit, mais attends mon pote, si je vais en Espagne, je refais tout le packaging, toutes les normes d'information consommateur, etc. Pour 40 millions de personnes. Ouais. Si je vais en Allemagne, pareil, etc. Là, je fais pour 350 millions de personnes. Voilà, c'était l'exemple même. Les biscuits Michel et Augustin français ne pouvaient pas s'exporter aussi simplement que ça dans toute l'Europe. Prise électrique des voitures électriques. Prise électrique, exactement. Aujourd'hui, les banques, JP Morgan vaut quasiment autant que les 20 premières banques européennes en capitalisation. Cumulé, tu veux dire? Oui, c'est ça, cumulé. C'est très juste. C'est pas que le marché, c'est qu'aussi aux États-Unis, attention, quand tu envoies le bois aussi, t'es pas le seul, parce que Netflix, ils ont mis beaucoup d'années, ils ont changé 4 fois de modèle, et ils avaient plein de concurrents qui ont disparu. Mais c'est la flexibilité aussi, la puissance de tous les services. La taille du marché intérieur te donne une rentabilité globale à ton modèle, à ta puissance, qui te permet de construire des géants. Après, il y a tout un écosystème qui va avec. Mais en tout cas, c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est l'Europe réussit pas pour l'instant. T'as raison. Nicolas? C'est l'aventure d'Alchemy. Alchemy, au début d'année, on a racheté les actifs de TV4 Entertainment aux États-Unis. Parce qu'en fait, pour opérer Alchemy en France ou aux États-Unis,
grosso modo, les coûts fixes, c'est les mêmes. Ouais. Sauf que dans un cas, il y a un marché qui est de 100 et puis dans l'autre cas, 3000. Donc en fait, tu fais comme Omar Sy, quoi. Donc on s'aventure. À l'arrivée, tu fais exactement la même chose. Mais pour rejoindre notre débat, je trouve que la France est une ancienne grande puissance, donc pense encore en tant que puissance. Ouais. Mais en fait, historiquement en Europe, vous prenez les Pays-Bas ou les Suisses qui ont des tout petits marchés et qui ont dû tout de suite se spécialiser et devenir des kings sur leur segment, et puis qui arrivent à performer très très bien au niveau mondial. Et en fait, là en France, on n'a pas encore pivoté parce qu'en réalité, on n'est plus une grande puissance, on n'a plus de grands marchés, on ne peut plus naviguer tout seul. Mais en revanche, il faut choisir ses domaines de spécialité pour rester hyper compétitif. Ce que dit le patron donc dans cet article des Échos, ça y est, je m'en souviens maintenant, il dit en fait De Gaulle en 58 quand il crée Framatome, et j'avais oublié ça. Framatome, le AM, c'est l'Amérique, parce qu'en fait, il s'appuie sur les brevets de Westinghouse pour lancer le programme nucléaire français. Et en gros, il dit il faut faire la même chose aujourd'hui. Voilà, il ne faut pas les combattre, il faut s'appuyer sur eux. Monter sur le porte-bagages. Voilà, monter sur le porte-bagages, s'appuyer sur la force de leur cloud pour construire les briques dont on peut avoir besoin et redevenir compétitif avec ces briques-là. Tu es d'accord avec ça, complètement. Ouais. En tous les cas, refaire du bulle, c'est voilà, c'est ça. de la plaque. D'où Thales Google, quoi. Voilà, d'où l'alliance Thales Google. Alors OVH, c'est différent, mais il arrive, mais il y en a quand même qui arrivent. Et il y a quand même sur certains secteurs qui ont trouvé quand même une place pour aller. C'est vrai. Bah ouais, Criteo aussi avait réussi quand même un truc pas mal. Oui, mais c'est des superbes réussites formidables dans les deux cas, hein, formidables réussites d'entrepreneurs français. Criteo beaucoup avec les États-Unis. Ah ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que tu restes sur des tailles qui sont. Ouais, c'est vrai. Par rapport à Azure de Microsoft ou à AWS, OVH, c'est un tout petit acteur sur le cloud. Mais je reviens sur Criteo parce que... En fait, c'est à la taille de la France. Stéphane, je reviens sur Criteo parce que Criteo, c'est très intéressant. Criteo, c'est l'exemple même justement de ce qu'on décrit. C'est-à-dire, tu t'appuies sur les navigateurs existants pour analyser leurs cookies et en faire quelque chose de plus efficace et avoir là-dessus une expertise mondiale. Et arrive ce qui arrive, c'est que le jour, tu t'appuies quand même sur eux. Et le jour où ils ont envie d'enlever l'échelle, ils enlèvent l'échelle. Ouais, ce qui s'est passé pour Criteo. Oui, voilà. C'est propre un peu à tout. D'où la fragilité. Good. Retour en France. Pouvoir d'achat, impossible débat. Jean-Charles, on sort toujours perdant d'un débat comme ça, j'ai l'impression. Alors j'avais des petites phrases. Non, j'avais pas des petites phrases. En gros, mais le personnel politique... à chaque fois court derrière un sujet qui est insaisissable. Oui, parce que la statistique sur le dessus, la statistique objective, va jamais rencontrer le ressenti. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, c'est par nature, c'est-à-dire que comme la statistique, elle essaie de donner une image globale, évidemment, elle répond à aucune situation particulière. Donc chacun a son sujet qui est différent de la moyenne, évidemment, et c'est ceux qui ont évidemment les plus gros problèmes parce que dans leur situation personnelle, ils ont eu une hausse de loyer ou des choses qui font qu'ils consomment beaucoup d'un produit qui est devenu plus cher, etc., qui sont les plus vocaux et qu'on entend forcément. Et en plus, il y a un biais cognitif très clair, c'est qu'on ne se rend pas compte des produits qui baissent en prix ou des produits qui gardent le même prix mais dont la qualité ou la richesse s'améliore. Et donc ça, c'est dans l'inflation. Et donc évidemment, on perçoit assez mal ce qui devient une commodité en fait. Je ne sais pas si les gens réalisaient par exemple combien ils payaient pour une télé de grande qualité il y a 10 ans. Et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Incroyable. Mais ça, les gens le passent en perte et profit en fait. Et donc ils vont s'intéresser à un produit qui représente que dalle en fait dans leur panier, mais qui a effectivement beaucoup augmenté pour une raison conjoncturelle. Et en fait, on sera toujours un peu dans cette difficulté à retracer. Mais c'est terrible parce que, c'est terrible. Pardon, c'est dommage pour Emmanuel Macron, c'est ballot, on a presque à dire, parce que ça va être l'un des trucs de son bilan. C'est-à-dire, alors je ne sais pas si tu valides, si Station valide les chiffres de Bercy. Donc les chiffres de Bercy, c'est pendant ce quinquennat, le pouvoir d'achat a cru, le pouvoir d'achat des Français, 2 fois plus vite que pendant les 2 quinquennats précédents. Oui, parce qu'il y a eu un paquet de mesures fiscales. Tout à fait. D'abord, c'est un quinquennat dans lequel il n'y a pas vraiment de hausse d'impôts. C'est un quinquennat. Des baisses d'impôts, on peut le dire. Oui, mais taxe d'habitation. Il y a eu toutes les baisses qu'on connaît, mais par ailleurs, il n'y a pas eu de hausse. Contrairement au quinquennat précédent, aux 2 qui ont dû pratiquer des hausses dans les moments, qui en tout cas ont considéré que c'était ce qu'il fallait faire et qui ont dû le regretter après. Celui-là, il y en a. Non seulement ils en ont pas fait à aucun moment, et en plus ils ont fait des baisses assez significatives. Alors les gens diront, referont l'histoire en disant c'est grâce aux gilets jaunes, etc. À la limite, peu importe. De fait, elles sont sur la table. Il y a vraiment
vraiment des baisses significatives. Et oui, il y a eu une hausse de pouvoir d'achat significative. Oui, aussi. cet effort a été en plus accompagné par tout l'accompagnement de crise, qui fait que le pouvoir d'achat, grâce notamment au chômage partiel et aux mesures fonds de solidarité pour les indépendants, il y a effectivement eu sur cette année 2020, où il y a une récession considérable, jamais connue dans notre histoire économique contemporaine, il y a eu une compensation quasi intégrale, c'est en fait le pouvoir d'achat globalement n'a pas diminué. Absolument. Après, effectivement, si on regarde plus finement, on va voir les chiffres dans début novembre sur qu'est-ce qui s'est passé en 2020 en matière notamment de taux de pauvreté. C'est possible que ce soit un peu moins bon parce qu'il y a eu quand même des gens qui se sont retrouvés à perdre leur emploi en 2020, qui depuis l'ont peut-être retrouvé, mais sur l'année 2020 proprement dit, ce sera peut-être une statistique un peu moins bonne qu'elle l'était sur 2019. C'est-à-dire qu'avant la crise, effectivement, non seulement ça allait bien, mais en plus même le taux de pauvreté se réduisait. C'est-à-dire que la mesure des inégalités dans le bas de la distribution, si je puis dire, se réduisait petit à petit. Et ça, c'était quelque chose qui, a priori, aurait dû être porté au crédit d'un président qui était taxé d'être un président des riches. Bon, Nicolas. En fait, quand on met des chiffres en face de ça, c'est le ressenti, c'est vrai que c'est 3,5% d'augmentation du pouvoir d'achat. Donc en net, l'inflation, ça doit être 1,5 en fonction de ce qu'on compte dans l'inflation. Mais la réalité, c'est que dans un panier moyen, l'énergie, c'est 7%. Donc quand ça bouge un peu, et chez les plus pauvres, c'est beaucoup plus. L'alimentaire, c'est 17%. Et chez les plus pauvres, c'est 30%. Donc du coup, le ressenti est différent, puisque quand ça va bouger de 10%, ça fait tout de suite 1, 2, 3% sur un revenu net moyen par mois qui se fait à l'euro près. Et donc tout de suite, effectivement, ça couine. Et donc, oui, sauf que dans l'autre sens, tu t'en rends pas compte. C'est ce que disait Jean-Charles. C'est pour ça que tu es toujours perdant en fait, de ce truc-là. Ouais, mais en fait, quand on achète une télé, c'est, on va dire, on s'autorise le mot, plutôt l'investissement. On le fait sur plusieurs années, donc on ne va pas forcément faire tout son calcul. Mais quand on fait l'énergie, c'est tous les mois, c'est toutes les semaines. Quand on va faire son marché, c'est tous les jours, toutes les il y a semaines. beaucoup de produits tes forfaits téléphoniques ou des choses comme ça, il y a beaucoup de produits qui ont évolué de manière positive, par exemple. Oui, mais je pense qu'en ce moment, ce qu'on est en train de vivre, c'est juste en fait le début. On a eu la phase du Covid avec l'abondance d'argent facile qui a complètement caché tous les effets pervers et de la difficulté de cette crise. La marée est en train de baisser. Et là, quand on se retrouve maintenant avec du baril, le plein à 2 euros le litre, quand on va avoir maintenant aussi les effets de l'inflation sur toutes les matières premières et donc sur l'alimentaire, c'est ça qu'on est en train d'anticiper. C'est ça que les uns et les autres sont en train de sentir. Oui. Mais comme ils ont pris 8% de hausse sur 5 ans, en fait, a priori, tu t'en tires encore bien normalement si tu as un ressenti purement objectif de ta situation. Sauf que tu l'as pas. Tu l'as jamais, en fait, ce ressenti. Ce qui est pris est à prix, et ce qui est pris est pris. Ça, c'est sûr. Voilà. Par exemple, la prime d'activité pour les gens qui sont au SMIC et qui ont pas, il n'y a pas de revenus dans le couple le plus important, etc. Donc, ils sont éligibles à plein à la prime d'activité. Ces gens-là, ils ont une hausse de leur revenu qui est assez sensible. Ils étaient éligibles souvent à la taxe d'habitation, ils étaient au-dessus des seuils d'exonération, ils n'ont plus de taxe d'habitation. Donc c'est des choses qui sont considérables par rapport même à cotisations chômage qui ont été supprimées aussi. Cotisations chômage qui ont été supprimées, remplacées. Non, mais t'as raison, Nicolas. Et ça, c'est des choses qu'effectivement les gens vont moins apprécier que, en effet, quand ils vont vous passer le litre de 1,50 à 1,80, là, ils le vivent. Oui, et puis après, on a aussi une tranche de la population, celle qui travaille et qui a des petits revenus. Donc, c'est pas celle qui est pauvre, qui est en général assez bien défendue et dont on a, avec des chèques différents et variés, une attention toute particulière le plus possible, même si la situation ne donne pas envie. Mais cette population qui travaille, qui essaye d'avoir des revenus et qui est du coup hypersensible à toutes ces inflations et qui a accès à assez peu d'aide, c'est celle qu'on va retrouver avec des gilets jaunes, c'est celle qu'on va se retrouver dans des mouvements politiques un peu plus extrêmes parce qui veut un peu renforcer la table. Et donc je pense que la fin du quinquennat va être sensible sur cette. Mais attends, c'est parce que c'est presque un autre sujet. Ça vas-y. Plus aidé quasiment. Comment ? C'est celle qui a été quasiment le plus aidée. Parce que c'est prime d'activité. Ça va jusqu'à 1 800 € la prime d'activité. En dessous. Non, 1 800 € la prime d'activité. Et c'est sur justement les salariés au SMIC. Ça, c'est pas des gens qui sont en dessous. Stéphane. Pas des gens minima sociaux. Là aussi, tout ce que vous expliquez, c'est finalement assez technique. Et c'est ce que tu disais, les gens n'ont pas cette perception. Je cherche depuis tout à l'heure, mais je vais peut-être le retrouver d'ici la fin de l'émission. Il y a 2 ans, il y a eu une étude qui a été faite, qui a été beaucoup utilisée, que moi j'ai vu passer pas mal par les fonds d'investissement qui travaillaient sur toute l'économie de l'abonnement,
qui a explosé ces Absolument, années, ouais, dont tout on à fait. parlait Oui. par rapport à Netflix. Pour ça, j'ai pensé à ça. Ça fait un peu cynique. Ils expliquaient qu'entre 3 et 7% des budgets des ménages, selon évidemment les moyens de chacun, ça représente beaucoup plus quand on a des revenus beaucoup moins élevés, avait énormément évolué sur les 10 dernières années, comme jamais c'était arrivé dans les 50 dernières années, alors qu'on avait connu le grille-pain, le frigidaire, etc., qu'avait soi-disant dans les années 50 et 60. Donc il y a aussi cette donnée qui est intéressante dans la perception dont parlait à fait. Jean-Charles, c'est qu'en fait l'argent a changé. Tes Il y a capacités un truc qui d'arbitrage bouge pas, au jour le jour se sont réduites. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, les gens se disent ah, j'écoutais ce week-end. Et il y a quelqu'un qui dit ouais, je suis obligé de faire un plein de plus par mois et ça représente 15 euros ou 30 euros de budget en plus. Et on va te dire bah oui, il y a 10 ans, tu n'avais pas Netflix, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela en fait. Donc ces sommes-là, quand on les cumule, représentent entre 3 et 7%. Et là aussi, personne n'en est conscient. Parce que 7%, même sur 2000 euros de revenus, ça commence à envoyer très fort. Bon, Et donc, mais c'est est-ce important d'avoir cette que notion. oui, mais le sujet c'est forcément perdant. Comment il fait pour le dire Forcément perdant pour un gouvernement. En fait, je veux dire, tu peux pas arriver avec comme Oui, de dire top line. Pardon, j'emploie des termes de comptable, mais voilà, au sommet de ton chiffre d'affaires, là, dire j'ai défendu le pouvoir d'achat, c'est injouable. T'es forcément battu avec ça, non? C'est difficile. C'est difficile. Pour reprendre ce que disait Stéphane, par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, une famille même qui est modeste, par exemple avec 2 enfants, on va dire en âge plutôt adolescent, va se retrouver avec 3-4 forfaits téléphoniques dans la famille. Ça fait un budget contraint, mais de fait, c'est pas de la perte de pouvoir d'achat. Au contraire, ils ont quelque chose en face qu'ils n'avaient pas avant. Mais c'est vrai qu'ils ont l'impression que leur marge de manœuvre peut-être a diminué. Et en plus des forfaits sur les pôles qui n'ont pas téléphoniques, bougé depuis 30 effectivement, ans. il va y avoir un abonnement Spotify Famille, un abonnement. Et alors, attends, Jean-Charles, parce que j'ai une question à l'économiste. C'est très bien, Attends. d'ailleurs, c'est pour que les gens profitent de la vie, ça. Oui, c'est du bien-être. en Courte plus. réponse, mais question à l'économiste, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Donc, par quoi on compense? Est-ce qu'on a un problème sur l'énergie, comme le disait Nicolas? On fait des chèques énergie? Ouais. Ou est-ce que, comme je l'ai lu, très bon papier dans Libération, arrêtez de prendre les pauvres pour des imbéciles, on fait des chèques tout court et les gars arbitrent et justement vont aller faire ce qu'on veut pour la planète, le climat, machin, c'est-à-dire des économies sur l'énergie pour récupérer le pognon pour l'utiliser autrement? Oui, on peut enfin, C'est un bon débat, je trouve, très intéressant. on peut faire une mesure complémentaire, on va dire, hausse de biens de consommation courante, ce que vous disiez, hein, et alimentation, énergie, et chose très sensible. Alimentation, on verra. Attends, Bah, alimentation. tout ça. Hein, Mais alimentation, on va voir. c'est moins complexe que ça, non. parce qu'à côté de ça, là aussi... T'as la grande avec- distribution qui sert le avec kiki des- quand même. Hein. Avec des réseaux et des nouveaux réseaux de hard discounters, ou, par Ouais, exemple, tout à fait. les gens ont regagné du pouvoir d'achat aussi sur un certain nombre de biens. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on pourrait imaginer une mesure, on va dire, voilà, compensation inflation, totalement un peu la discussion de l'allocation de rentrée scolaire. Voilà. Arrêtez d'embêter les gens. C'est-à-dire, vous considérez qu'il y a un problème à un moment donné de pouvoir d'achat pour les plus modestes, vous compensez ça directement par un flux financier Indifférencié. à l'américaine crise Covid. Hein, c'est-à-dire, je fais des virements sur les comptes bancaires et puis vous en faites ce que vous en voulez. C'est vrai que sur l'énergie, en plus, ce qui est un peu paradoxal dans la période de transition énergétique, c'est que si on flèche ça sur l'énergie, c'est-à-dire qu'en fait, on vient totalement à l'encontre d'une politique qui devrait être un signal prix sur c'est plus cher et ça vous coûte plus cher, donc essayez d'économiser, de rouler moins, de prendre autre chose. Donc on est à contre-courant. Donc tu es plutôt pour le chèque. Du signal. Donc je suis plutôt effectivement pour dire que on peut imaginer qu'il y ait des besoins supplémentaires pour les ménages modestes et qui effectivement sont ceux je disais, il y a une classe qui a été assez aidée par les mesures Macron, qui est le travailleur modeste, le plus modeste. Lui, il a été relativement aidé. Peut-être qu'en dessous, là, pour le coup, c'est moins favorable. C'est-à-dire que la petite retraite, bon, il y a eu une hausse au début du quinquennat assez forte du minimum vieillesse, qui s'appelle l'APSA maintenant, mais sinon, pour un certain nombre de personnes, effectivement, là, qui sont en dehors de l'emploi, soit pour des raisons d'âge ou de situation de difficulté à trouver de l'emploi, peut-être que là, effectivement, ça pourrait être quelque chose. Un chèque énergie ou chèque indifférencié, Stéphane? Moi, toi, tu es obligé de dire chèque indifférencié. toi. Moi, je suis assez d'accord. C'est le libéral, là. Non, le problème, Stéphane, c'est que derrière le libéral que je suis va quand même avoir un frein. C'est que je me méfie toujours de et c'est horrible de dire ça, c'est que le système on le voit dans plein de cas, le système n'est pas fait pour tout le monde en fait. Le système comme ça libéral où tu donnes la possibilité et tu espères ce cercle vertueux. Mais c'est libéraux français, c'est vraiment incroyable là. Non, mais c'est important de le dire. On est en France, on n'est pas aux États-Unis, c'est pas si vertueux que ça.
Et en fait, ce chèque-là, et moi je suis assez d'accord avec Si Jean-Charles. les gars ils veulent acheter mécaniquement, du bitcoin avec, ils achètent du bitcoin avec. Voilà. c'est qu'ils vont aller acheter du livret A, Stéphane. En fait, s'ils achètent du bitcoin, moi je suis ravi. S'ils achètent des PME, développement durable, ISR, allons-y, fonçons, investissez. Sauf Bon. qu'on met 17% sur le Ils- livret A. ils feront Et ça pas- va servir. Libéral sous contrôle alors, Nicolas. On a quand même une analogie avec le chèque de rentrée. Ouais. Donc on voit qui théoriquement est destiné à pouvoir aider les ménages à faible revenu pour pouvoir équiper les enfants en produits scolaires, et dont on voit qu'il va servir potentiellement à plein Non, on d'autres le choses. voit pas. Mais non, mais enfin, Ah, c'est là où c'est- c'est vraiment une polémique à la noix parce qu'il n'y a rien qui te permet de le voir. C'était ma C'est conclusion. Blanquer qui te permet des phrases à l'emporte-pièce. C'était ma conclusion, c'est qu'au bout d'un moment, finalement, à la fin, quand on présente le débat comme ça, on se retrouve à se dire bon, on va distribuer de l'argent et il faut commencer à organiser la façon dont ils vont l'utiliser. Donc, enfin même dans le concept de liberté, là, on se trouve avec un vrai bug. Donc, Non, et puis surtout, comme le disait Jean-Charles, pour l'énergie, tu nous incites pas, nous, agents économiques, transformer. à accélérer la transition. Ben oui. Bien sûr. Bon, on marque une pause. Non, on marque une pause. On se retrouve dans une minute.